Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec, pour m'accompagner ce soir, un duo de choc. Mariette Darigrand, bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et Elsa Mondingava, bonsoir Elsa. Bonsoir Adeline. Merci à toutes les deux d'être là. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir dans Chaque Voix compte le scandale Betharam et après. Les deux députés qui avaient mené la fameuse commission d'enquête ont déposé hier une proposition de loi pour mieux lutter contre les violences en milieu scolaire. L'un d'eux est avec nous ce soir. Bonsoir Paul Vanier. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de Wilfried Dulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le collectif des victimes de Betharam où vous étiez scolarisé dans les années 90. Et bonsoir Clémence Badaud. Bonsoir. Journaliste, productrice, co-autrice avec Alain Esquer du livre Le silence de Betharam, paru chez Michel Lafon. Tiens, puisqu'on parle de silence, Mariette, vous ce soir, vous avez choisi de décrypter un autre mot. Le mot qui veut dire silence, mais en sicilien, omerta. Il fait partie de notre vocabulaire aujourd'hui, mais on va aller le chercher justement sur ces terres du Sud. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche, l'affaire des rappels de lait infantile qui prend une tournure à la fois judiciaire et politique. L'association Foodwatch et 8 familles portent plainte et accusent les industriels et le gouvernement de ne pas avoir agi à temps. Question ce soir sur une gestion de crise. Nous serons avec la députée écologiste Sabrina Sebaï, avec la présidente de Foodwatch Karine Jacquemart et avec Olivia Detroya, journaliste au Figaro. Vos questions, vos réflexions en flashant le QR code qui s'affiche ici. Le voici, le voilà. Il sera là pendant toute l'émission. Et c'est Elsa qui est ce soir en charge de la tablette pour recueillir tous vos messages. Elsa, on compte sur vous. Et puis bien sûr, Bourmont Express tout à l'heure, le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement chez vous. Chaque voix compte, c'est parti. C'est un pavé de 330 pages, fruit de 56 heures d'audition avec plus de 140 personnes entendues et ça donne aujourd'hui ce document. Le rapport sur les violences des adultes en milieu scolaire a été écrit l'an dernier à l'issue de la commission d'enquête lancée après le scandale Betharam et de ces travaux est donc née cette proposition de loi présentée hier. Il s'agit de mieux protéger les élèves quand ils entrent dans ce qui devrait être un sanctuaire, leur école. Et l'on se prend à rêver ce soir qu'il y aura peut-être un avant et un après Betharam. Rappel des faits pour commencer avec Stéphanie Despierres. Février 2025, l'affaire Betharam prend une ampleur nationale quand Mediapart révèle le scandale. Au pied des Pyrénées, cette école privée catholique est une institution respectée. Mais des anciens élèves racontent les humiliations, les sévices corporels et même les viols. Des dizaines de victimes et des décennies d'omerta. Le député Paul Vanier s'empare du dossier. J'ai compris que, à nouveau, c'est la question du contrôle des établissements privés était posée à travers cette affaire Betharam. L'insoumis Paul Vanier convainc ses collègues de créer une commission d'enquête en duo avec la macroniste Violette Spilbout. Dans leur viseur, le Premier ministre François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation il y a 30 ans lors des premières plaintes contre Betharam. Ce sera l'une des auditions les plus suivies de l'histoire de l'Assemblée. Qu'est-ce qui explique qu'en 7 jours, vous faites varier à 4 reprises votre version concernant votre ignorance ou manifestement votre connaissance des faits de violence physique et sexuelle à Betharam? Vous m'interrogez, vous, en montant à la tribune, pour m'accuser d'avoir protégé des pédocriminels. Vous, dans ma vie, on m'a accusé de beaucoup de choses. Rarement de faits aussi ignominieusement graves. Un moment politique presque anecdotique face à ce que la commission d'enquête révèle. Le duo comprend vite que Betharam, c'est l'arbre qui cache la forêt des violences scolaires et de l'omerta qui va avec. Partout en France, les témoignages déferlent. Il y a des milliers et des milliers de filles qui n'ont jamais rien dit et qui sont dans la nature, trop honte, trop culpabilisées, trop humiliées. Et ça vous démolit pour la vie entière. À part les femmes qui nous servaient à la cantine, tout le monde était dans la violence. Qu'a fait l'État pendant ce temps-là? Il n'y a pas eu, en 30 ans, un signalement. En 4 mois, Paul Vanier et Violette Spilbout mènent 140 auditions, récoltent 10 000 pages d'archives, font des contrôles dans les administrations, dans les écoles.
Début juillet, encore ébranlés par ce qu'ils ont découvert, ils dressent un bilan accablant. Je pouvais imaginer certaines violences, les violences verbales, psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles et même les viols, mais les actes de torture qui nous ont été décrits, les travaux forcés, les enfants qu'on a privés de nourriture, qu'on a privés de sommeil, ça je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le rapport atteste de violences scolaires systémiques dans certains établissements privés catholiques et d'une défaillance de l'État à tous les niveaux de la hiérarchie. Ils font 50 recommandations. La création d'un fonds d'indemnisation qui permettra individuellement de reconnaître chaque victime. Fonds d'indemnisation par l'État, parce que c'est bien l'État qui a été défaillant. Leur proposition de loi réclame aussi un contrôle des écoles privées au moins tous les 5 ans, une vigilance renforcée pour les internats et un contrôle d'honorabilité pour le personnel. Le site de Bétarame, lui, va fermer. Les collégiens seront transférés dans une école voisine de la même congrégation religieuse. Paul Vanier, je voudrais qu'ensemble on détaille d'abord cette proposition de loi que vous venez de présenter. Et je faisais part hier soir, ici même, de ma stupéfaction en découvrant l'article 3, qui propose d'inscrire explicitement dans la loi l'interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants à l'égard des enfants. Donc, tant que cette loi n'est pas votée, les châtiments corporels sont autorisés ? Eh bien, cette interdiction des châtiments corporels, elle n'est pas inscrite au Code de l'éducation. Ça a été une découverte assez stupéfiante pour Violette Spielbout et pour moi-même lors des auditions de notre commission d'enquête que de le constater, de découvrir d'ailleurs que la France a été condamnée en 2014 pour cette omission. Et vous savez, ce que nous avons affronté, ce que nous continuons d'affronter, parce que ces questions sont celles de notre présent, c'est la culture de la violence sur les enfants. Et inscrire dans le Code de l'éducation cette interdiction qui paraît évidente au premier abord, on se dit que tout le monde la pratique, eh bien c'est rappeler que toute violence psychologique, physique, sexuelle détruit la vie d'un enfant, qu'il n'y a aucune violence éducative, qu'il n'y a pas de gifle éducative, on se rappelle de cette expression, et c'est garantir donc protéger demain les élèves, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent, de gestes d'éducateurs qui peuvent ne pas éduquer mais détruire. Oui. Votre texte comporte 11 articles. Le premier acte la reconnaissance solennelle par la nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. L'Institut Bétarame est à lui seul visé par près de 250 plaintes pour des faits commis depuis les années 50. Wilfried Hulot, vous faites partie des plaignants. D'abord, est-ce que je peux vous demander comment vous allez aujourd'hui, Wilfried ? Ça va. C'est difficile de revenir quand on aborde le sujet, c'est toujours compliqué. Oui, mais on avance. Et moi j'avance, mes camarades avancent, on avance tous avec pas les mêmes forces, les mêmes soutiens, le même entourage, parce qu'on n'a pas tous eu les mêmes... L'après-Bétarame n'était pas tous le même pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui est très frustrant. Et c'est vrai que cette reconnaissance, c'est le minimum déjà, de montrer que l'État a failli depuis 50 ans. Et surtout, après, l'article 2, qui est la création d'un fonds d'indemnisation. J'allais y venir. Voilà, est aussi très important, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun accompagnement pour les victimes. Ils sont laissés à eux-mêmes. Il vous faut plus que des mots pour vous réparer. Le problème aujourd'hui, c'est pour se réparer psychologiquement, physiquement. C'est pas une baguette magique, c'est des consultations avec des professionnels, c'est un suivi psychologique, c'est une reconstruction sociétale, c'est-à-dire... Vous-même, aujourd'hui, vous bénéficiez d'un suivi psychologique ? Moi, je bénéficie d'un suivi à la PAVIM, qui est l'aide aux victimes, donc, qui me permet aujourd'hui d'avoir ce suivi-là. Mais pour d'autres, où ça doit être... Il y a un besoin plus important, on fait appel à des professionnels, des psychiatres. Ils ne sont pas philanthropes, c'est payant, et même si l'État, la sécurité sociale nous permet d'avoir certaines séances, ça ne se règle pas en 12 séances, ni en 6 séances, surtout que ça varie entre les départements. Et là, il faut un accompagnement qui, malheureusement, peut durer toute une vie. Et l'accompagnement, il n'est pas aussi que psychologique, il y a aussi une aide à la réinsertion dans la société d'aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme, des enfants, un travail, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes camarades, et qui ont besoin, et on ne peut pas les laisser, même donner, tiens, je te donne tant d'argent, maintenant c'est fini, on passe à autre chose, c'est peut-être pas la bonne méthode. Il y a aussi un moyen d'accompagner par une rente, pour pouvoir se reconstruire, se réadapter, qui peut être aussi mieux adapté. Là, ça a été dit, il faut qu'il y ait
on va dire, un accompagnement qui soit individualisé. Parce qu'on est tous différents, déjà en tant qu'être humain, et par la manière dont on a vécu cette aventure, cette catastrophique aventure au sein de l'établissement, qui aurait dû être, comme vous l'avez dit, un moment d'épanouissement pour nous enfants, et qui est devenu un calvaire et une atrocité, quoi. Paul Vanier, vous y avez pensé dans votre proposition de loi, Wilfried en parlait, ce Fonds national d'indemnisation et d'accompagnement, à quoi va-t-il servir exactement? Et par ailleurs, est-ce que ce n'est pas le rôle de la justice de fixer des dommages et intérêts, par exemple? Si, bien sûr, mais justement, en cette matière, on se heurte à l'impossibilité pour la justice d'apporter une réponse en raison notamment des délais de prescription. Et ce fonds d'indemnisation doit être ouvert aux victimes, indépendamment donc d'un processus judiciaire, indépendamment de la capacité à aller en justice, de la conclusion éventuelle d'un processus judiciaire. Et il doit reconnaître, la dimension symbolique est importante, elle est attendue, et accompagner, soutenir, parce que ces violences détruisent tous les compartiments d'une vie. Et détruisent une vie parfois pendant des décennies. J'ai rencontré des hommes, souvent de 70, de 80 ans, qui étaient complètement tremblants en évoquant ce dont ils avaient été l'objet il y a 60, 70 ans. Et donc il faut accompagner sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan professionnel. C'est la vocation de ce fonds. Il est urgent de le mettre en place parce que ces victimes sont probablement des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Et vous le disiez, dans la proposition de loi, il y a aussi une prolongation du délai de prescription du délit de non-dénonciation. C'était d'ailleurs une des revendications des victimes. La revendication de beaucoup de victimes, c'est la fin de la prescription. Mais sur ce point-là, je veux être très clair, très précis. Nous avions fait une recommandation que l'Assemblée nationale travaille cette question à travers la création d'une mission d'information. C'est le cas depuis plusieurs mois, sous l'égide de Perrine Goulet, qui préside la délégation aux droits de l'enfant. Ce travail est engagé et un rapport sera rendu au mois de mars. C'est une question très complexe, très importante, des arguments multiples, des positionnements divers, et nous avons pensé qu'il fallait éclairer les parlementaires avant peut-être de légiférer, mais sans attendre, parce que nous avons et nous affrontons le silence, l'omerta. Justement, j'allais vous parler des religieux qui peuvent vous opposer le secret de la confession. Voilà. C'est ça, c'est le même article. Frapper l'omerta, c'est à la fois reculer ce délai de prescription pour la non-dénonciation de crimes commis sur des enfants, et en effet, considérer qu'il n'y a pas au-dessus de la loi un secret de la confession qui puisse s'imposer, car des prêtres ont reçu en confession le témoignage d'enfants de crimes abjects, et revendiquant ce secret, n'ont pas informé les autorités et la justice notamment. Et bien, si cette loi est adoptée, ce secret ne pourra plus être opposé. Il n'y aura rien au-dessus de la loi de la République. Vous avez su qu'ils détenaient ce secret parce que ce sont des victimes qui vous ont confié qu'ils s'en étaient confessés? Oui, et y compris parce que nous avons eu, dans le cadre de nos auditions, cette discussion avec le président de la Conférence des évêques de France, qui s'était exprimé à ce sujet-là. Et nous avons vu dans cet échange, qui était un échange riche, mais nous avons constaté une résistance dans l'institution catholique à lever ce secret. Parce que le droit canonique estime que le secret de la confession est absolu. Oui, mais nous sommes en République. Et rien n'est supérieur à la loi de la République en République. C'est ce que nous voulons avec Violette Spilbout à travers cet article 9. Je voudrais qu'on parle aussi du renforcement des contrôles. C'est une bonne partie de votre proposition de loi. Contrôle des établissements tous les 5 ans. Comment? Qui? Et surtout, est-ce que vous préviendrez les établissements avant d'aller les contrôler? Non, ils ne doivent pas l'être, sauf pour organiser des modalités très concrètes, mais ces contrôles, d'abord, ils doivent avoir lieu. Je veux rappeler que jusqu'à très très récemment, il n'y en avait absolument aucun, quasiment jamais. Désormais, c'est un contrôle au moins tous les 5 ans, et dans les internats, où il y a une vulnérabilité particulière, un contrôle avec une fréquence renforcée, tous les 3 ans pour le second degré, tous les ans pour le premier degré. Des contrôles conduits par des équipes pluridisciplinaires de l'éducation nationale, qui doivent surtout observer tous les compartiments de la vie de l'élève, pas simplement le temps de classe, mais le temps de la vie dans l'internat, par exemple. Des contrôles qui doivent permettre aux élèves volontaires de s'adresser aux inspecteurs pour pouvoir témoigner, et des contrôles qui doivent être transparents dans leurs conclusions. Nous appelons à ce que les éventuelles mises en demeure qui seraient transmises à l'établissement soient communiquées aux collectivités compétentes, mairies, départements, régions, et aux conseils d'administration des établissements où sont représentés les parents d'élèves et les personnels qui doivent connaître les conclusions de ces inspections pour aussi veiller à la mise en œuvre des mesures qui doivent corriger ce qui dysfonctionne. Clémence Badot, est-ce que cette proposition de loi, elle fait le tour du sujet, ou est-ce qu'il y a des angles morts pour vous? Je pense que pour toutes les victimes, c'était très attendu. Ça a été long, ça a été très long. Elles ont brisé l'omerta il y a un an et demi.
Et puis il y a eu une levée comme ça, un peu d'émotion. On a eu vraiment le sentiment qu'on était à l'aube d'une révolution sociétale. Et je vous avoue qu'après, on a eu le sentiment aussi que ça retombait et puis qu'il ne se passait plus trop grand-chose. Je crois que c'était un moment difficile pour toutes les victimes de « Ok, on a libéré la parole, on a osé dire l'indicible, on s'est mise en danger parce que… » Après, il fallait compiler tout ça aussi. Voilà, on comprend. C'est du travail. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, elles se disent, hein, je parle en leur nom parce que je parle avec plusieurs d'entre eux chaque jour, mais tout ça n'a pas servi à rien. Cette révolution, elle est peut-être en marche, on espère en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a écrit ce livre il y a 8 mois qui s'appelait « Le silence de Betaram » avec Alain Esquer, on n'imaginait peut-être pas qu'on en soit là aujourd'hui. Donc les choses avancent. C'est des révolutions qui sont très lentes, qui vont prendre des années peut-être, parce qu'il faut. Vous parliez du livre, Clémence, Alain, vous y disséquez la mécanique du mal. Je crois que vous aviez même envisagé un temps de l'appeler le goulag des Pyrénées, oui. Ce livre. Vous dites le problème de fond à Betaram, c'est le silence infini qui a duré 5 décennies. Mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'en enquêtant, on se rend compte que les enfants ont parlé, ont brisé l'omerta. Mais personne ne les a écoutés. Personne. Ni les professeurs, ni leurs propres parents, ni l'inspection académique qui, de toutes les façons, n'était pas là, ni l'infirmière de Betaram qui les voyait arriver avec des coups, qui était au courant de ce qui se passait dans les dortoirs. Les enfants ont eu ce courage, mais n'ont pas eu en face d'eux des adultes responsables qui allaient faire bouger les choses. Et c'est terrifiant, mais c'est aussi toute une société qu'il faut changer. Et tout ce que vous disiez sur cette violence qui va, je l'espère, être inscrite dans la loi, mais qui jusqu'à présent ne l'était pas. Donc ça veut dire que c'était toléré. À Notre-Dame de Betaram, on l'a dit 1000 fois, les parents mettaient leurs enfants quelque part pour qu'ils soient redressés. C'était un produit d'appel, le redressement Betaram. Oui, c'était tu vas aller à Betaram, tu vas filer droit. Oui, et parfois, ils donnaient un blanc-seing aux instituteurs, aux éducateurs, en disant « allez-y, collez-leur des juifs s'il faut ». Et quand les enfants rentraient en disant « on a subi ça, tu es un menteur » ou « si tu as subi ça, c'est que tu le méritais bien ». C'est ça, Betaram. Elsa, question téléspectateur. Oui, une question de Jacques de Lannion, justement sur cet avant-après Betaram. Il se demande justement quand est-ce que toutes ces mesures vont-elles être mises en vigueur? Est-ce qu'on peut avoir un calendrier? Bon, notre objectif est d'aller le plus vite possible. Cette affaire, elle est arrivée ici à l'Assemblée nationale il y a moins d'1 an. Nous avons été les plus rapides que nous pouvions l'être avec Violette Spilbout. Nous identifions une opportunité le début du mois d'avril. La semaine du 7 avril, il y a un temps transpartisan qui pourrait nous permettre d'inscrire ce texte à l'ordre du jour, qu'il soit débattu, voté. Mais je veux le dire à ceux qui nous regardent, c'est une exigence pour moi. C'est la principale épreuve maintenant pour Violette Spilbout et pour moi, de parvenir à réunir autour de nous des soutiens suffisants ici à l'Assemblée nationale pour trouver ce temps de débat nécessaire à l'étude de 11 articles. Et cela n'est pas fait. Je veux dire que j'appelle à la mobilisation la plus large des députés, de la société, pour nous permettre que ce travail puisse enfin être débattu, enrichi, modifié par des amendements. C'est normal, c'est le débat parlementaire. Et surtout adopté, parce que ces violences, ce ne sont pas celles du passé. Elles sont aussi celles de notre présent et des enfants sont aujourd'hui en danger et doivent être protégés. Alors justement, puisque vous en parlez, en effet, on l'a entendu aussi pendant la commission d'enquête, pendant les auditions, Betaram, il y en a sans doute des milliers en France, dans toute la France, d'autres établissements concernés. Près de Paris, un collectif des victimes du collège Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine a vu le jour au moment du scandale Betaram. Et l'une de nos équipes a retrouvé celle qui a fondé ce collectif, Constance. C'est un reportage signé Hélène Bonduel et Juliette Prunier. Constance Bertrand a gardé tout son dossier scolaire. Elle a porté plainte contre un surveillant de son ancien établissement, Saint-Dominique, à Neuilly-sur-Seine. Elle l'accuse de l'avoir harcelée pendant 1 an, alors qu'elle n'avait que 12 ans. J'ai vécu à Saint-Dominique quand j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui du grooming, c'est-à-dire un adulte qui s'approche d'un enfant, qui l'isole et qui le prépare dans le but évidemment d'avoir ensuite des relations sexuelles. Elle a notamment reçu un dessin et un poème très suggestifs. Elle a conservé la lettre que ses parents ont écrite en 1996 à la direction de l'école. Le poème qui, outre l'absence de style, le mauvais goût, véhiculait des idées de nature perverse. C'était un message qui n'avait rien d'innocent. En mars 2025, lorsque l'affaire Betaram éclate,
Constance Bertrand crée le collectif des victimes de Saint-Dominique. À Saint-Dominique, les témoignages, il y en a des dizaines et des dizaines. J'ai arrêté de les compter parce que je crois que j'étais arrivée à plus de 60. Donc ça a été une déflagration, mais finalement quelque chose d'assez sain. Parce qu'en fait, enfin, on a pu dire à toutes ces personnes, ce que tu as vécu n'aurait jamais dû arriver, je te crois, ils n'avaient pas le droit. Si la commission d'enquête a libéré la parole et surtout l'écoute, Constance Bertrand espère que la proposition de loi qui en découle changera les mentalités. Il va y avoir d'énormes résistances, on le sait. Cette loi ne va pas passer de manière facile. Moi, j'espère que les députés de la Nation verront l'intérêt des enfants avant de voir d'autres intérêts. Peu de gens mesurent les résistances auxquelles on fait face quand on traite des sujets des violences faites aux enfants, que ce soit venant du milieu scolaire. Il y a quand même une omerta terrible parmi les profs. Il y a une omerta terrible évidemment dans l'Église. 6 mois après cette commission d'enquête, les établissements visés ont-ils pris la mesure des faits? Les violences présumées ont-elles cessé? Alors que nous poursuivons l'interview avec Constance Bertrand devant l'école Saint-Dominique, de jeunes collégiens l'interpellent. On parle du fait qu'il y a longtemps, quand moi j'étais à Saint-Do, voilà. Un échange improvisé débute alors entre eux. J'espère pas. Il se poursuit sur le comportement inapproprié qu'auraient certains adultes de l'établissement. Nous avons volontairement flouté et modifié la voix des élèves pour préserver leur anonymat. Oui, il allait à la sortie des terminales pour aller parler aux filles. Donc tu penses qu'il leur raconte? On n'est pas un peu comme un amoureux. Eh ben c'est pas normal. Si toi tu trouves que c'est pas normal, eh ben c'est pas normal. Est-ce que c'est normal qu'un adulte aille draguer des filles de terminale? Quand tu me dis on a l'impression qu'il va nous frapper, ça c'est interdit. Donc là en fait en quelques minutes avec ces jeunes, on a déjà le nom de 4 profs, que je vais pas citer maintenant, mais 4 profs qui ont des comportements qui sont interdits. On n'a pas le droit évidemment de parler du corps d'une jeune femme ou de noter les jeunes femmes en fonction de la taille de leur poitrine, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire pleurer un élève et de continuer à l'engueuler alors qu'il pleure, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de crier au point qu'on pense, on a l'impression qu'il va nous taper, c'est les mots que je viens d'entendre, tout ça c'est interdit. Voilà. Et ça a lieu à Saint-Do, visiblement c'est quelque chose qui est connu, puisque tout le monde en parle, les élèves en parlent. Vous en avez parlé à vos parents? Non, parce que nos parents ils nous disent oui, à votre époque, nous aussi on se faisait taper, il n'y a pas de raison. Nous avons sollicité l'établissement. La direction a refusé notre demande d'interview filmée. Elle nous renvoie seulement ce mail dans lequel l'institution réaffirme avec la plus grande détermination son engagement total envers la sécurité et l'épanouissement de ses élèves. C'est une priorité absolue. Votre commentaire, Paul Vanier? Je suis en colère quand j'entends ces témoignages. Ça me révolte parce que, vous savez, il y a une question de responsabilité. Il y a la responsabilité, je veux le dire, de l'État. Ce sont des établissements privés sous contrat qui sont liés à l'État. L'État doit contrôler ces établissements, doit le faire avec rigueur, avec la profondeur nécessaire. Je dis ça parce que cet établissement a été contrôlé récemment, il y a quelques mois. Au printemps dernier. Dans le contexte de la multiplication de ces affaires, de la libération de la parole. Et donc nous découvrons là ce soir que plusieurs mois après, des élèves continuent de témoigner de comportements qui sont absolument inacceptables, qui portent atteinte à l'intégrité physique de très jeunes personnes dans cet établissement. Je veux dire que Betaram, vous savez, il y a le débat sur sa fermeture aujourd'hui. Il y a un rapport de l'inspection générale que personne n'a. Cette inspection générale a été diligentée il y a quelques mois, là encore. Je veux dire que l'État doit faire la transparence sur les conclusions de ces inspections, sans bien sûr porter atteinte à l'anonymat. En l'occurrence, l'inspection qui a été menée à Saint-Dominique au printemps dernier, vous avez eu le rapport d'inspection? Non. Vous savez, il y a des délais. Vous l'avez demandé? On a demandé, mais les pouvoirs des rapporteurs s'arrêtent le jour où nous rendons le rapport. Et nous ne pouvons plus saisir de documents, et donc nous ne pouvons plus accéder à des informations qui sont d'intérêt général, d'intérêt public, qui intéressent les parents d'élèves, les élèves, la société tout entière. Et je veux dire que là, on voit le chemin qui reste à parcourir, on voit l'urgence que cette loi soit débattue, votée et adoptée. Vous en recevez encore des signalements aujourd'hui? Oui, on en reçoit malheureusement trop souvent, et nous avons... avec Violette Spielbout, adressé 104 articles 40
C'est-à-dire 104 signalements des procureurs de la République partout en France, dans plus de 40 départements. Ce qui nous rappelle que c'est... Oui, c'est un article qui vous oblige, quand vous avez connaissance de faits délictuels, à les signaler. À dénoncer des crimes ou des délits dont on aurait été informé. Et bien là, d'ailleurs, en entendant ces témoignages, moi, c'est une démarche que je peux là faire sur la base de ce que j'entends là. C'est mon rôle comme parlementaire de me saisir de ces témoignages et de saisir la justice parce qu'il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Je vous voyais suivre le reportage avec beaucoup d'attention, Wilfried, comme si certaines paroles faisaient remonter certaines choses en vous. On se rend compte que ça continue. C'est terrible. Donc c'est vrai qu'il faut que cette loi, ça aille vite pour contraindre, on va dire, les établissements à comprendre que les contrôles, je veux dire, faut pas qu'ils les prennent comme un problème. S'ils n'ont rien à se reprocher, il n'y aura pas de souci. S'il y a le contrôle, on va dire, les antécédents des personnels, mais ça passe aussi par la prévention des enfants, ça passe par la formation du personnel. Et là où il y aurait pu, et c'est ce qu'on remarque qui manque un peu dans les propositions de loi, c'est l'absence de statut de lanceur d'alerte. Parce que quand vous avez des jeunes enseignants qui vont vouloir dénoncer les choses, ils vont pas oser, parce qu'en début de sa carrière, et souvent c'est les pressions qui vont l'empêcher. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu aussi bénéficier à libérer la parole des adultes qui veulent dénoncer ces choses-là. Il y a l'omerta dans les organes, c'est-à-dire par exemple l'OGEC, il faut pas qu'ils soient entre eux. Il faut y intégrer des victimes, il faut intégrer des personnes extérieures, parce que s'ils restent dans leur entre-soi, rien ne sortira. Et après, il y a aussi une chose que nous, on a trouvé qui manquait et que vous avez été confrontés, c'est la sécurisation des archives, qui est très importante. Nous, aujourd'hui, quand on demande d'avoir un bulletin de notes, quand on veut accéder, c'est refusé à Bétharram. Et d'ailleurs, avec la fermeture prochaine de l'établissement, que vont devenir les archives de Bétharram, Paul Vannier ? Quand on s'y est rendu, on a eu le sentiment, ce n'est qu'une impression, mais que ces archives avaient été nettoyées. Il y a déjà eu le ménage. Tout n'était plus disponible, n'était plus accessible au moment de notre contrôle. Je veux juste dire que cette proposition de loi, elle ne reprend que les recommandations d'ordre législatif de notre rapport. Et ce que vous dites est très important. Elle renvoie davantage au domaine réglementaire, à l'action des ministres eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, nous avons eu un rendez-vous et plusieurs réunions de travail avec le ministre de l'Éducation et son cabinet. Et nous avons eu un engagement, maintenant il faudra être attentif, à ce que les recommandations du rapport, qui ne sont pas du domaine de la loi, soient engagées par les administrations. Il y a un mot que vous avez prononcé tous les trois à plusieurs reprises. Et c'est le mot sur lequel Mariette Darrigrand voulait s'arrêter ce soir, le mot du jour. Omerta, Mariette. On l'entend très bien aussi dans l'émotion qui accompagne ce mot. Il est très fort en fait. Et notre langue ne l'avait pas. En français, on l'avait pas. On avait loi du silence. Et on est allé chercher ce concept plus au sud, au 19e, au moment justement en Italie du Sud, en Sicile, l'État n'arrive pas vraiment à se constituer. On reste encore sur des organisations qui fonctionnent avec des codes d'honneur, avec des systèmes occultes. C'est le moment où les mafias s'organisent. Alors dans ce cadre-là, il y a plusieurs étymologies, c'est un peu compliqué, mais il y en a une qui est intéressante. Le omerta, le mot viendrait en sicilien de humilta, donc une humilité, mais humiliation, en fait, qui consiste à montrer à quelqu'un qu'on a le pouvoir sur lui. C'est très gestuel. On soumet quelqu'un, là en l'occurrence un enfant, en lui disant en plus qu'il n'a pas le droit de parler. Voilà. Alors, c'est intéressant par rapport au concept loi du silence, où on a deux mots abstraits, loi et silence. Omerta, c'est pas du tout ça. C'est très concret, c'est très visuel. C'est une sorte de mise en scène d'intimidation, très cinématographique. Et d'ailleurs, je pense à Denise que c'est lié au cinéma parce que le mot arrive en France dans les années 70-80. Et vous parlez des films et des séries sur la mafia, en fait, c'est ça ? Exactement, parce que c'est le moment où il y a des grands succès. Le Parrain de Coppola, évidemment, mais aussi après les films de Scorsese, Les Affranchis, par exemple. Les Affranchis, c'est des briseurs d'omerta, en fait. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi héroïque, d'une certaine façon, de briser l'omerta
que de l'appliquer héroïque au sens puissant. Donc tout ça est très romantique, hein. L'omerta nous raconte des histoires fortes. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, évidemment, les choses deviennent politiques avec le journalisme d'investigation. Bon, aujourd'hui, Roberto Saviano représente cela, il prend lui-même des grands risques. Mais c'est intéressant parce que vous vous souvenez de ce livre L'Omerta française, en 1999, hein, écrit par la journaliste d'investigation Sophie Coignard et Alexandre Wickham. Et ça a été fondateur pour la diffusion du mot. Il n'était pas tellement utilisé. Et ce livre, qui enquêtait sur les connexions plus ou moins occultes entre les élites françaises et en particulier les politiques et les médias, a fait beaucoup pour diffuser le concept. Alors bon, bien sûr, l'omerta sympathique, c'est celle du président de la République qui a caché sa fille pendant un certain nombre d'années. Mais ce qui a remarqué, c'est que cette volonté-là, en fait, a été suivie par les journalistes. Hein. C'était vraiment très suivi. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait autant le cas. Alors en plus, ensuite, la lutte anti-omerta, elle s'est diffusée dans la culture avec le MeToo et puis beaucoup concernant l'Église catholique. Alors l'affaire Betaram l'illustre parfaitement et montre bien que l'omerta, lutter contre l'omerta, c'est agir. C'est très très actif. D'ailleurs, on dit libérer la parole. Oui, disons un premier acte, mais on comprend bien en vous écoutant que ça ne peut pas suffire. Et d'ailleurs, le mot libérer la parole est très galvaudé. C'est une expression qui va avec, disons, la libération générale, hédoniste, libération sexuelle, intellectuelle, etc. Avec briser l'omerta, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort. Je dirais c'est presque physique aussi. Parler, témoigner, raconter, ce sont des actes profondément courageux. Hein, on le voit bien. On peut payer avec sa personne, avec son emploi, avec son corps, et voire avec sa vie. Et là-dessus, je crois que finalement, Coppola n'avait pas tort. Merci Mariette. Clémence Badaud, 250 plaintes ont été déposées pour les faits commis entre 1950 et 2010 à Betaram. Sur ces plaintes, où en sont-elles? Où en est l'instruction aujourd'hui? Alors sur ces 250 plaintes, il faut savoir qu'il y en a seulement 2 qui ne sont pas prescrites. Toutes les autres se sont heurtées au mur froid de la prescription, ce qui est assez terrible pour tous ces hommes, encore une fois, qui ont eu ce courage immense de briser le silence après des années, qui ont mis parfois leur vie de famille vraiment en danger en révélant ce qu'ils avaient pu vivre. Ne pas avoir de réponse judiciaire, c'est une deuxième violence, en fait. C'est vraiment très difficile à vivre. Il faut savoir que si la plainte, la seule plainte pour viol qui n'est pas prescrite, elle ne l'est pas, non pas parce que c'était des faits récents, mais parce qu'un élève avait eu le courage en 2005 de déposer une plainte. Une plainte qui a été, quelques jours plus tard, classée sans suite. On est en 2005, on a déjà eu l'affaire du père Caricart, on a déjà eu l'affaire de la gifle. Et en 2005, la justice décide, au bout de 2 semaines, de classer cette plainte sans suite. Ce qui est incroyable. C'est aussi l'histoire d'un raté judiciaire, Betaram. Et grâce, quand même, à ce dépôt de plainte, il interrompt la prescription et donc l'affaire peut continuer. Il y aura un procès, il y a un surveillant qui est actuellement en détention et il y aura une réponse judiciaire au moins pour cet élève. Vous en avez besoin de cette réponse judiciaire, Wilfried? Oui, parce que c'est pas qu'il va payer pour tous les autres, parce que quand il a été arrêté, ils étaient 3. Aujourd'hui, il clame son innocence, mais il n'est pas innocent, c'est juste que les faits sont prescrits. Le cheval, celui-là, lui, il n'y a pas de souci. Qui a par ailleurs ensuite été censeur à Saint-Dominique à Neuilly. Comme par hasard. Et qui aujourd'hui l'attaque dès que son nom est prononcé. C'est pour ça que je prononce son surnom, même si ça ne me dérangerait pas de le dire. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé l'année où il est parti, ce qui n'a pas été le cas de tous mes autres camarades. Et aujourd'hui, oui, c'est une réponse, ça aide. C'est une partie de reconstruction et que la justice fait son travail parce que pendant 50 ans, Clémence l'a dit, beaucoup d'élèves ont été interrogés, beaucoup de plaintes ont été classées sans suite. Donc, ils ont déjà libéré la parole. Mais comme vous dites, libérer la parole, c'est pas ça, c'est écouter. Et on ne les a pas d'écouter, les enfants. Aujourd'hui, quelle est la place de l'enfant dans notre société? Elsa, d'autres questions? Il y avait alors une question justement sur ce dénommé cheval, vous y avez répondu, mais une autre question, et c'est je pense la question principale justement pour briser l'omerta dont parlait Mariette, qu'est-ce qui existe comme outil pour les enfants, aujourd'hui un enfant qui serait confronté à de telles violences en milieu scolaire et qui ne fait pas forcément confiance aux adultes? Et qui nous regarderait peut-être ce soir?
Déjà, c'est le rôle des parents. Moi, j'ai des enfants, je discute avec eux, je leur demande, je m'intéresse à mes enfants, je m'intéresse à leur scolarité. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Qu'est-ce qui va pas? Je les fais parler. Ma fille a eu un problème scolaire. Elle en a parlé, on a réglé le problème très vite. Mais dans le cas des enfants qu'on a vus dans le reportage, à qui les parents disent oh, « écoute, nous aussi, on y était, ça nous a pas fait de mal ». J'ai eu un peu la même réponse de mes parents. Mais ouais, nous, à notre époque. Mais si on dit tout à nous, à notre époque, c'est pas une réponse, en fait, pour l'enfant. Clémence Badot, quelles sont les ressources proposées aujourd'hui aux enfants qui voudraient parler? Moi, je pense que tout est à construire. La formation des maîtres d'école, du personnel enseignant. Le personnel enseignant aujourd'hui... C'est prévu dans votre proposition de loi. Repérer un enfant victime, vous avez une formation d'1 heure, vous pouvez y arriver. C'est pas très compliqué. Il y a des gestes, le corps parle, il y a des attitudes, il y a des choses, j'ai peur, je veux plus aller au sport. C'est pas très compliqué. Ça devrait être totalement obligatoire pour tout le personnel qui est en contact des enfants chaque jour. Après, il y a tout le dialogue aussi avec les enfants. À partir des petites classes, les enfants comprennent très bien. Il y a des choses qui commencent à être mises en place, mais on est au balbutiement. On est au Moyen-Âge, en fait, de la prévention. Heureusement, nous, les parents, je pense qu'on remplit ce rôle davantage. Mais l'école, il y a tout à construire. Quid de François Bayrou? Parce que, Elsa, vous y étiez à l'époque, à l'audition de François Bayrou. Ça avait été le point d'orgue des auditions de votre commission d'enquête. Combien de temps est-ce qu'il avait été entendu? Plus de 5h30. On se souvient, ça avait commencé à 17h. Ça s'était fini avec des interviews dans la nuit, justement dans la rue proche de l'Assemblée nationale. Ça avait tourné un peu à l'interrogatoire pour certains, au duel entre vous, Paul Vannier notamment, et François Bayrou, qui était alors Premier ministre. Ça arrive, mais c'est quand même exceptionnel qu'un Premier ministre soit auditionné. Alors, il avait dit qu'il n'était pas plus au courant que les autres, qu'il était au courant parce qu'il avait lu dans la presse. Oui, mais dans la presse, il y avait déjà certaines affaires qui avaient été révélées. Peut-être maintenant, avec 9 mois de recul, c'est vrai que le fait que le Premier ministre soit concerné, c'est ce qui a permis que la presse, que les médias s'emparent aussi de cette affaire. Mais maintenant, l'affaire Betaram continue. Peu importe, si vous voulez, François Bayrou et son avenir politique, Paul Vannier. Ça n'a jamais été ma préoccupation. Moi, la première fois que vous l'avez reproché de faire un procès politique au Premier ministre. Ici, à l'Assemblée, c'est le haut lieu du débat politique et il est parfois très politicien. Moi, j'ai posé une question un jour à un Premier ministre en ne m'attendant pas à ce qu'il me réponde et en m'attendant encore moins à ce qu'il mente à tous les députés de France et donc à tous les Français. Et c'est à partir de là, c'est François Bayrou qui a déclenché l'affaire Betaram. Et bien sûr, ne supportant pas ce mensonge et m'intéressant, moi, à ces questions depuis longtemps, de l'école privée, de l'éducation en général, j'ai proposé la création d'une commission d'enquête et les choses ont déroulé. Je vais vous dire, François Bayrou n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les enfants. Le sujet, c'est l'urgence à légiférer. Ma conviction est faite, je crois, celle de millions et de millions de Français, sur l'attitude de François Bayrou, sur sa responsabilité qui me paraît écrasante, sur les mensonges, y compris qu'il a proférés dans le moment de cette commission d'enquête. Mais aujourd'hui, ce qui compte, ça n'est pas le sort de François Bayrou, c'est le sort de millions d'enfants dont il faut garantir la protection. Et le fait que le site de Betaram ferme, d'abord, est-ce que vous avez une indication sur la date de sa fermeture ? C'est confus tout ça. Je dois dire que je me réjouis de cette fermeture. Je suis vigilant parce que si c'est un déplacement sans que le fonctionnement de cette institution ne soit revu, alors c'est une opération de communication. Et je veux aussi dire qu'au-delà des décisions, il y a un débat très profond aujourd'hui dans l'enseignement catholique. Il y a des contradictions très fortes. Le secrétariat général, les OGEC, les parents d'élèves, qui a la responsabilité de l'État. J'y reviens, mais on ne l'entend pas. L'État. On n'entend pas le ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet parce qu'il y a ce débat, fermeture, ouverture, déplacement. L'État, après ce rapport de l'inspection générale... Je vous contredis un peu parce que le ministre de l'Éducation a annoncé ce matin la création d'un poste de défenseur des droits des enfants. Oui, et tant mieux si ça va dans le bon sens, même si je suis assez dubitatif, il en existe un défenseur des enfants déjà. Mais sur Betaram, pour trancher, disons, cette question, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale et le ministre pourraient nous dire les conclusions de cette mission de l'inspection générale et ses conclusions à lui sur la possibilité ou non pour cet établissement de continuer à accueillir des élèves. Un dernier mot, Clémence Badot, la fille de François Bayrou, Hélène Perland, va publier dans quelques jours un livre qui s'appelle Le Déni. Magnifique livre. Elle avait elle-même confié avoir été victime de violences à Betaram. Il y aura quoi dans ce livre ?
Je ne vais pas dévoiler, mais je pense que c'est dans la continuité de la prise de parole qu'elle a faite dans notre livre « Le silence de Betaram » sur cette question essentielle du déni collectif et de la responsabilité sociétale face à cette omerta, pour reprendre le mot de la soirée. Cette impossibilité de chacun à voir et à se confronter finalement à cette horreur. Et je pense qu'elle avait besoin de travailler cette question et d'aller beaucoup plus loin dans... Est-ce que c'est un livre qui va faire du bruit? J'espère. J'espère, parce qu'il y a une vraie révolution, comme je disais au départ, une révolution sociétale, et on doit tous prendre parti, on doit tous prendre part à cette révolution et changer nos regards. Un tout petit mot aussi, les enfants nous écoutent. Il y a le 119, là je le dis, comme un moyen d'urgence. Appelez le 119, vous aurez quelqu'un qui vous écoute et qui peut vous accompagner. Wilfried Hulot. Moi j'espère que cette loi ne sera pas un débat politique et que tous les députés vont prendre leurs responsabilités, ne pas modifier ce qui va dans le sens des enfants, vont tous voter oui. Pour moi, tous ceux qui s'abstiendront, voteront contre, seront des lâches, et comme on a eu depuis 50 ans, et seront complices de tout ce qui arrivera aux enfants de demain. Et ça, ils devront l'assumer. Et j'ai un mot aussi, moi, pour mes camarades, pour toutes les victimes. Dans la reconstruction, dans l'évolution des choses, il faut inclure les victimes dans les actions qui suivent. On est beaucoup à vouloir rentrer dans de la formation pour aider, pour participer. Parce qu'une victime, elle ne va pas écouter un homme politique, elle ne va pas écouter un intervenant droite ou gauche. Elle sera plus sensible à aller se confier à une autre victime. Et nous... vous voulez bien remplir ce rôle, vous, on veut bien participer, et on ne peut pas le faire n'importe comment, il faut être formé. Et ça, il y a tellement de postes qui sont créés, on va dire, d'un point de vue politique, qui servent, on a l'impression qu'ils ne servent à rien, que les nôtres, on peut servir à quelque chose. Merci infiniment à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. On en reparlera évidemment, parce que ce texte va arriver en débat à l'Assemblée nationale, on espère avant le printemps. Merci en tout cas à tous les trois. On passe maintenant à la question qui fâche.